Bonjour et bienvenue sur l'Octet-Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. Je suis Tristan Nitto et aujourd'hui je reçois Marion Graffly, cofondatrice de Télécope. Télécope est le premier opérateur télécom coopératif à vocation écologique et solidaire. J'avoue, j'ai pas tout compris, mais il n'en fallait pas plus pour avoir envie de passer Marion à la question. Alors Marion, qui es-tu? Ton métier, ton lieu de vie, ton âge, tout? Dis-nous à tout! Bonjour Tristan et merci pour l'invitation. Alors moi je m'appelle Marion Graffly, je suis originaire d'Alsace et je vis à Paris là depuis quelques années. D'ailleurs au moment où j'ai fait mon changement de carrière vers l'économie sociale et solidaire, on en parlera probablement après. Et moi mon métier c'est que je suis cofondatrice donc de Télécope comme tu l'as dit et je suis plus particulièrement en charge de la communication, des partenariats, du développement des nouvelles offres de la COP. Donc un petit peu pour l'instant on fait plein de choses puisque c'est un tout nouveau projet, mais en tout cas c'est un projet qui me passionne, mais on va revenir pourquoi, notamment sur tous ces sujets de coopération et de collectif. Voilà. Alors, est-ce que il y a eu un moment où tu as pris conscience de la crise climatique comme un point d'inflexion, on pourrait dire, dans ta prise de conscience ? Oui, il y a eu un moment en particulier. Je suis partie en voyage ça fait presque 15 ans. J'ai eu la chance d'aller en Afrique et au Sénégal en particulier. C'est un voyage familial, voilà, quelque chose qui était complètement pour faire une découverte d'un autre milieu. Et en fait, la première chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est de finalement retrouver plein de choses que j'avais dans mon propre quotidien, notamment des marques. Je me rappelle très bien que le Sénégal, c'était plein de marques américaines, du Coca, des choses comme ça, etc. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque parce que je me suis dit, mais il y a quand même une sorte de perte un peu d'identité de ces pays-là locales. Ça m'a beaucoup étonnée. Et puis après, en remontant le fil un petit peu, je me suis dit oui, en plus, on est en train d'essayer de leur calquer un certain mode de fonctionnement, mais avec finalement tout ce qui va avec, c'est-à-dire les déchets, mais sans les aider à concrètement gérer leurs déchets. Ça va aussi avec plein de problématiques sanitaires, sociales, etc. Et donc, en fait, le moment où j'ai pris conscience de la crise climatique, c'est aussi le moment où j'ai compris que il y avait aussi bien des impacts environnementaux que sociaux en fait liés à cette crise climatique, parce que là, ça devenait très clair sous mes yeux, et aussi avec une autre notion qui était que on cherchait aussi beaucoup à calquer un certain mode de vie finalement un peu au monde entier. Et ça m'a beaucoup étonnée parce que je me suis dit, en fait, non, en fait, aujourd'hui, on a différents modes de vie dans notre monde, et heureusement, parce qu'il y a différents climats sur la planète. On doit pouvoir aussi respecter le mode culturel de chacun. On doit pouvoir faire tout ça, quoi. Ça, c'est un peu le premier moment où je me suis dit que il y avait une crise climatique, mais aussi une crise sociale potentiellement. C'est peut-être aussi une crise culturelle quelque part. Enfin, pour moi, c'est un peu lié à tout ça aussi. Et c'est un peu le premier moment où j'en ai pris conscience. Et puis après, j'ai remonté le fil sur la question du climat en particulier, sur la question de la gestion des déchets, sur la question de la pollution aussi concrètement. Et ça, je m'en suis rendu compte plus dans mon quotidien, une fois retournée en France, où j'ai commencé un peu à m'intéresser à nos modes de vie en fait, et est-ce qu'ils étaient complètement compatibles avec d'autres modes de vie sur Terre, donc le végétal, l'animal, etc. Enfin, je me suis vite posé la question un peu d'un point de vue systémique, de savoir si notre mode de vie, il était vraiment compatible avec ce qui nous entourait. Donc voilà, c'est un peu comme ça que, à la fois, j'en ai pris conscience et après, j'ai essayé de remonter le fil, quoi. Et comment t'as fait? C'était compatible avec ton boulot? Parce que je suis allé sur ton LinkedIn et j'ai vu que tu as travaillé pour une grande marque de barres chocolatées qui porte un nom de planète où on va pas tarder à envoyer Elon Musk. Comment tu vivais? T'avais pas de dissonance cognitive entre les deux? Si, j'avais une énorme dissonance cognitive. Mais au début, je pensais que je pouvais changer le système de l'intérieur. Innocente, va. Exact. Quand j'ai fait mes études, j'ai fait une école de commerce, voilà. Bon, on m'a dit que c'était comme ça qu'on changeait le monde. Enfin, je me rappelle encore de mon entrée en école de commerce. Je dis d'accord, on va commencer comme ça. Et je suis rentrée dans une boîte en me disant que j'allais influer sur son fonctionnement, quoi. J'allais pouvoir changer les choses en gravissant les échelons et en arrivant finalement à proposer quelque chose de différent ou en tout cas qui fonctionne mieux avec la façon qui est souhaitable, quoi, de vivre sur Terre, quoi. Mais
ça n'a quand même pas vraiment fonctionné, ou en tout cas, j'étais pas assez patiente pour voir le résultat de ces efforts-là. Et donc, j'ai finalement décidé, après quelques années, de quitter cette boîte et plutôt de rejoindre l'économie sociale et solidaire, et surtout de rejoindre, je dirais, un collectif de personnes qui, avant moi, avaient perçu cette urgence-là et s'étaient dit qu'il fallait pouvoir trouver des solutions. Donc, j'ai été impatiente, on va dire. Et en tout cas, j'ai voulu rejoindre des gens qui étaient déjà en train d'inventer des systèmes et des modèles fantastiques. Oui, alors je sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, tel que je le ressens, quand tu as la chance de faire des études, tu vois, on te met un petit peu sur des rails et avec des valeurs qui sont, il faut faire de la croissance, faut générer de l'emploi, il faut vendre plus, les gens qui réussissent, c'est les gens qui vendent, faut faire consommer les gens, etc., etc. Puis on se rend compte de plus en plus que finalement tout ça nous emmène dans le mur, nous empêche de prendre ce virage climatique, qu'il faut changer ces valeurs et que c'est pas en consommant plus, en faisant bouffer des machins sucrés aux gens et en s'enrichissant gravement dessus. C'est-à-dire qu'il y a une injonction à il faut réussir sa vie. Ah bah oui, t'as fait des études, tu réussis ta vie, et donc faut faire consommer les gens. C'est ça ton taf. Et meilleur t'es, plus tu fais consommer des gens, plus tu les rends obèses, plus ils bouffent du sucre et plus il y a des déchets dans la nature. Et à quel moment on va dans la bonne direction en fait. Et ça c'est super compliqué. Moi j'ai travaillé dans l'industrie mobile en particulier, je me dis merde, mais en fait qu'est-ce que le mobile ça fait aux gens quoi. Le smartphone ça fait aux gens, les gens sur l'autoroute qui textotent, tu vois, j'en ai vu plusieurs là, je me dis mais merde, mais les gens sont accros à ce point-là quoi, et au point de risquer leur vie et de risquer de tuer des gens juste parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de lâcher, ils peuvent pas lâcher leur mobile quoi. Tout ça c'est fait par des gens qui sont persuadés qu'ils réussissent leur vie en poussant les gens à utiliser des mobiles par exemple ou à bouffer des sucreries, hein. Je juge pas, enfin plutôt je juge les deux, mais il y a cette dissonance entre les deux quoi, Non mais c'est super intéressant parce que je pense que ce qu'on manque aujourd'hui c'est un nouvel imaginaire. Enfin, un nouvel imaginaire collectif qui puisse finalement nous dessiner une autre route que celle du capitalisme classique, de la consommation classique. Enfin, je pense que on manque de ces histoires-là et l'écologie est vachement décrite comme quelque chose de très punitif, de quelque chose de très, on va dire, on doit se priver quelque part pour aller accéder à ce nouveau mode de vie. Oui, c'est ça. En fait, il faudrait se priver de croissance et de consommation et donc c'est une saloperie et ça c'est dommage que ça soit pris comme ça parce que effectivement, j'ai l'impression que finalement le capitalisme c'est un petit peu comme une religion et donc quand tu dis un truc qui est contraire au capitalisme, c'est comme si tu blasphémais quoi, c'est comme si tu insultais le dieu et l'église du capitalisme, alors que non, pas du tout, c'est juste qu'on regarde dans quelle direction tout ça nous mène et on voit bien que c'est pas compatible avec la vie sur Terre finalement. Mais oser dire que attention, on va dans le mur, c'est pris par beaucoup comme étant blasphématoire et totalement inacceptable justement parce qu'il n'y a pas ce chemin alternatif qu'on ne sait pas encore imaginer. Je sais, j'ai perdu 6 mois de ma vie à essayer d'écrire un livre sur le sujet, donc ils sont pas forcément perdus ces 6 mois. C'est ce que je me dis. Peut-être que ça sortira un jour, j'y pense tous les jours, mais donc pour l'instant on n'a pas vu le résultat de mon travail. Mais je cause. Qu'est-ce que tu fais à titre personnel face à ça Est-ce que tu manges du quinoa comme tout écolo qui se respecte ou pas? Alors, je dirais que j'ai toujours cherché à être un peu, j'allais dire simple dans mes prises de décision pour pouvoir les tenir. Donc, ce que je me suis dit, c'est que ce qui était important, c'est de pouvoir consommer local, de pouvoir m'interroger en fait sur les provenances des produits que j'achète, de savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit. Ça, je pense que ça, c'est des choses que je me suis beaucoup posé comme question, mais que je pose aussi beaucoup à mon entourage parce que je pense que ce que j'essaye aussi de faire, c'est que ces questions-là, je suis pas la seule à les porter, mais qu'il y ait d'autres qui les reprennent. Moi, je me suis souvent dit que l'écologie, c'est surtout du bon sens. C'était surtout de se dire est-ce que on a vraiment besoin en effet de produits qui viennent de l'autre bout de la planète pour pouvoir vivre. Est-ce qu'on a vraiment d'ailleurs besoin de ces produits? Enfin, moi je pense que je me suis jamais sentie aussi libre que le jour où j'ai renoncé à ma voiture. Ça fait déjà bien plusieurs années que je l'ai fait. Je me suis jamais sentie aussi libre aussi le jour où je me suis dit que en fait ce produit j'en avais pas besoin. J'ai fait un énorme vide-grenier en sortant toutes mes affaires en me disant en fait finalement j'en ai peut-être pas besoin. Enfin, je pense que
c'est un peu ce qu'on disait à l'instant, c'est que ce récit-là du capitalisme qui remplit nos vies, et parce qu'il remplit nos vies, du coup c'est fantastique, parce que ça nous permet de trouver finalement un peu un sens quoi, à notre vie, je crois. En fait, moi, ce sens-là, je l'ai trouvé au moment où je me suis défaite de toutes ces choses-là et que j'ai commencé à prendre énormément de recul avec ça. Ouais, ça c'est super intéressant ce que tu dis là. Il y a un proverbe que j'ai entendu, je sais pas d'où il sort, mais il faut que je le cherche, c'est « ce que tu possèdes te possède ». Et le fait que tu aies une voiture, et on le voit à quel point les gens sont agressifs au volant, quoi, parce que c'est quelque chose qui vaut très très cher, et donc ils vont sur la route. Alors c'est vrai que la voiture te donne une liberté, mais surtout c'est un poids que tu portes. Ça coûte tellement cher une voiture, entre l'essence, l'assurance, l'amortissement, le risque, quelqu'un va peut-être te bugner ta bagnole, et donc on voit qu'il y a une empreinte psychologique là-dessus. Alors évidemment à la télévision, quand tu vois à 20h dans le tunnel publicitaire, t'as plein de bagnoles qui sont en ville, il n'y a pas une seule autre voiture, il n'y a que celle-là dans la ville, tu vois, c'est un truc bizarre. Ça, c'est la pub qui te fait croire que c'est comme ça, en fait. On a oublié les bouchons, ouais. Ouais, c'est ça. Mais on n'avait pas de budget pour mettre les 3 millions de figurants qui bouchent la rue. donc voilà. Et c'est tellement loin de la réalité et de l'emprise, en fait, et du poids. Tu vois, on parle de la charge mentale, mais je pense qu'il y a une charge mentale à avoir une bagnole et à posséder beaucoup. Moi, depuis un an, je gagne beaucoup moins d'argent qu'avant. Et en fait, je me sens vachement libéré. Ça peut paraître paradoxal, mais justement, j'achète beaucoup moins. Je veux bien le croire parce que j'ai fait le même cheminement. Je gagnais très bien ma vie et j'ai décidé de bien moins gagner ma vie, mais pour servir des idéaux que j'avais. Je crois que je me suis jamais sentie aussi libre. Donc, je comprends complètement ce que tu décris. J'applaudis des deux mains et même des pieds. Ouais, non, c'est super. Enfin, j'adore ce que tu dis. Ça résonne très très fort avec moi. Alors, quand même, on va aborder le cœur du sujet. Qu'est-ce que tu fais professionnellement maintenant, justement ? Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis cofondatrice de Télécope. Et donc, Télécope, c'est le premier opérateur télécom coopératif français, puisqu'il y a d'autres initiatives, d'ailleurs, qui existent en Europe. Et nous, l'objectif qu'on a souhaité vraiment développer en créant Télécope, c'est de créer un opérateur télécom qui permette aux citoyens de se réapproprier, en fait, les enjeux numériques. Et des enjeux numériques, il y en a aussi bien sur les notions environnementales que sociales, puisque le numérique, c'est 4% des gaz à effet de serre, ça pourrait passer à 8% en 2025 au niveau mondial. Donc, c'est une empreinte environnementale qui est très importante et qui, à l'inverse, depuis des décennies, a été décrit comme quelque chose de très immatériel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en bas de mail, pendant très longtemps, on avait « n'imprimez pas cet email pour préserver l'environnement ». On n'a pas écrit que évitez d'envoyer cet email avec votre pièce jointe à 150 destinataires parce qu'effectivement, il y aura une empreinte environnementale qui sera liée à ça. Donc, je pense qu'on s'est monté pour ça, on s'est monté pour matérialiser ces impacts environnementaux du numérique, mais surtout pour proposer des alternatives. Parce que c'est ça aussi qui est hyper important. Je pense aujourd'hui dans la conscience citoyenne, on fait reposer énormément de choses sur les citoyens, énormément de responsabilités. Mais on leur donne peu de solutions, peu d'alternatives, et surtout, c'est une responsabilité que nous, pour le coup, que nos dirigeants politiques prennent beaucoup moins. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que la coopérative comme ça s'est construite. C'est à la fois pour permettre aux citoyens de se réapproprier, mais aussi de dire d'en faire un outil au service d'une autre vision du numérique, et donc du coup d'une vision vraiment soutenable du numérique. Et puis l'autre aspect, c'est bien sûr l'aspect social et solidaire. Parce que ce dont on parle pas beaucoup, c'est les impacts sociaux du numérique. Alors déjà, ne serait-ce d'un point de vue sanitaire, le mobile par exemple, on le prend en main près de 200 fois. Ça a des impacts énormes sur sa concentration, sur notre capacité justement d'attention, etc. Et ça, les opérateurs classiques nous en parlent pas en fait de ces sujets-là, de l'hyperconnexion par exemple. Et l'autre aspect, c'est bien sûr l'aspect solidaire, parce que aujourd'hui, il y a presque 17% des Français qui souffrent de la fracture numérique, soit parce qu'ils n'arrivent pas à se servir des outils numériques, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y accéder. Et nous, en fait, on se pose aussi les questions de savoir est-ce que un futur entre guillemets 100% numérique, c'est vraiment un futur souhaitable. Donc, c'est un peu tous ces débats-là qu'on a au sein de la coopérative, puisque le but, c'est vraiment de créer un opérateur télécom qui ressemble aux citoyens, dont les citoyens sont vraiment partie prenante. Et notre premier métier, pour ça, c'est celui d'opérateur mobile. C'est-à-dire qu'on propose concrètement un abonnement mobile au sein de la coopérative qui a la particularité de facturer ses abonnés à la donnée mobile réellement consommée.
Donc le but, c'est finalement de matérialiser la donnée mobile en disant et en allant en contre-pied du marché qui en général propose des forfaits avec un très haut niveau de données, alors qu'on ne sait pas tellement quelle est sa consommation réelle, on ne sait pas bien pourquoi, est-ce qu'on aurait besoin de 50 gigas. Donc c'est pour prendre ce contre-pied-là et dire vraiment matérialiser l'impact environnemental et surtout permettre à tous de se réapproprier ces usages-là. D'accord. Donc concrètement, qu'est-ce que vous offrez comme service aujourd'hui à vos clients ? Vous avez des clients ? Ouais, vous avez des clients. Oui, aujourd'hui on a 1300 abonnés dans la coopérative et tous les mois on accueille entre 200 et 250 nouveaux abonnés, donc ça c'est une super nouvelle. Et concrètement, le service c'est un abonnement mobile de 10 €, appels et SMS compris en France métropolitaine. Et on a la particularité du coup de facturer à la donnée mobile réellement consommée. Donc c'est-à-dire on facture 2 € par giga de données mobiles qui va être consommée par notre abonné. Donc le but, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de matérialiser la consommation en données mobiles, que chacun puisse être facturé au réel de sa consommation. Pour que les gens aient conscience des données consommées en fait. C'est ça, et c'est aussi pour que on puisse leur proposer d'autres façons de consommer en fait le numérique, puisque le numérique, au moins d'un point de vue mobile, il a des impacts environnementaux qui sont beaucoup plus importants que si on le consomme en Wi-Fi, en filaire, etc. Il y a une étude qui a démontré que une donnée consommée en 4G, donc un giga de données consommées en 4G, c'est jusqu'à 20 fois plus d'énergie que 1 giga de données consommées en Wi-Fi, par exemple. Donc, en fait, la mobilité a des impacts très importants. Oui, parce que le Wi-Fi, effectivement, après, ça dépend si tu es en ADSL ou pas derrière, ou en fibre, parce que c'est pas la même consommation. La fibre, c'est très, très faible consommation. L'ADSL, un peu plus. Mais effectivement, dès lors que tu commences à faire transiter des octets qui sont du coup pas très verts, non pas simplement de ton téléphone vers ton Wi-Fi, et puis de ton Wi-Fi vers de la fin, ou si tu le fais directement en 4G, tes octets, ils vont beaucoup plus loin, et donc ça demande beaucoup plus d'énergie. Et on le voit bien d'ailleurs, un smartphone, quand tu es connecté en Wi-Fi, l'autonomie est bien meilleure que quand il est connecté en 4G, parce que il faut envoyer ces données beaucoup plus loin. C'est vrai. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on cherche un petit peu à démontrer. Et on cherche aussi à accompagner en fait nos clients là-dessus, en leur donnant des bonnes pratiques, des façons de fonctionner qui leur permettent de moins consommer. Parce que le but, c'est bien évidemment, c'est pas d'encourager à consommer plus. Donc nous, on est là aussi pour accompagner nos clients, pour qu'ils aient connaissance de toutes ces bonnes pratiques. Et donc, vous avez aussi on parlait avant de commencer l'interview d'être opérateur mobile ou d'être opérateur télécom. Donc, vous n'êtes pas simplement dans le mobile, ou du moins, vous voulez pas vous limiter au mobile. Raconte-nous un petit peu tout ça. Oui, c'est ça. Le premier métier, effectivement, c'est celui d'opérateur mobile. Et ensuite, on espère pouvoir développer en fait des offres de fournisseurs d'accès à Internet, donc fixes. Donc ça va être prévu dans les années qui viennent, parce que c'est encore un autre métier. Mais l'enjeu, c'est comme vraiment notre souhait, c'est de pouvoir développer un opérateur télécom coopératif, mais du coup qui puisse proposer l'ensemble des services. C'est un peu c'est un immanquable, quoi. On doit aller vers aussi le fournisseur d'accès à Internet. Si je résume les choses en disant télécom, l'idée c'est que les gens soient facturés à la quantité de données effectivement consommées, pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils consomment, et donc qu'ils consomment moins finalement. J'ai bon ou j'ai pas bon ? Oui, ouais, c'est complètement ça. C'est complètement ça par rapport au service qu'on propose en tant que tel, quoi, vraiment le service d'accessibilité. Et j'ajouterais à ça que Télécoop, c'est un projet de réappropriation citoyenne, c'est-à-dire que comme on est une coopérative, on appartient à nos clients, on appartient à nos bénéficiaires, on appartient à nos partenaires. Ce qui fait que l'enjeu aussi, c'est de pouvoir rassembler toutes ces personnes autour de la table pour pouvoir, en fait, finalement, construire un opérateur télécom à leur image. Donc, du coup, on organise régulièrement des concertations avec nos sociétaires pour construire les différentes offres. Par exemple, là, dernièrement, on a réfléchi sur est-ce que Télécoop devait pouvoir fournir des mobiles à ses clients, et qu'est-ce que ce serait que le bon mobile que Télécoop pourrait fournir, et sur quelle modalité. Un mobile que tu peux changer tous les ans pour rien du tout.
Alors, tu te doutes bien qu'on n'est pas là-dessus et nos sociétaires nous ont beaucoup poussé sur autre chose. Non, bien sûr, mais l'idée qu'on a eue là-dessus, c'est de dire, en fait, oui, on doit proposer des produits qui sont durables. Donc, bien sûr, il y a des produits comme Fairphone, bien sûr, qui sont revenus, mais aussi sur des modalités peut-être différentes, parce qu'on pourrait travailler, par exemple, avec la coopérative qui s'appelle Common et travailler avec eux de concert pour proposer des Fairphone en location. On pourrait aussi travailler sur des modules de prêt, c'est-à-dire mettre en commun des mobiles au sein de la coopérative et les prêter aux personnes qui se retrouvent parce qu'ils ont un problème avec leur téléphone, ils ont besoin de le changer très rapidement. C'est aussi ça que permet le modèle coopératif, c'est le principe de mise en commun, pas seulement des biens immatériels, mais aussi du matériel en tant que tel, quoi. Donc ça, c'est ce qui est très fort dans la coopérative, dans le modèle coopératif. Oui, c'est intéressant. On est passé dessus super vite, mais vous n'êtes pas une entreprise capitalistique avec des actionnaires. C'est ça que tu es en train de nous dire ? C'est tout à fait ça. En fait, on est une coopérative montée en SIC particulièrement, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Et ce statut-là, il a deux aspects qui sont hyper intéressants. Le premier, c'est celui de la lucrativité limitée. C'est-à-dire que, en gros, les 2/3 des profits de la coopérative, ils sont conservés dans l'entreprise pour servir ses enjeux environnementaux et sociétaux. Donc, on n'est pas dans la logique de rémunération, effrénée. Et du coup, ça nous donne beaucoup de liberté puisque quelque part, on peut justement investiguer toutes ces notions d'impact environnemental et social. On a beaucoup plus de liberté pour ça parce que on va pas chercher le profit en fait en premier lieu. C'est une des premières caractéristiques de la SIC. Et le deuxième, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est une notion de gouvernance partagée. C'est-à-dire que les sociétaires votent notamment lors de l'Assemblée générale, les grandes directions de la coopérative, mais sur le principe d'une personne est égale à une voix. Donc, on vote pas en fonction du capital, on vote en fonction du simple fait qu'on est sociétaire de la coopérative. Donc, c'est un modèle qui est ultra démocratique. Donc voilà, l'approche, elle est finalement radicalement différente. C'est pas comme chez SFR ou Bouygues Télécom où l'actionnaire a pris des actions et évidemment espère un retour sur investissement le plus fort possible et donc est là toujours pour rogner les marges et finalement pousser à faire des externalités, c'est-à-dire se débarrasser des problèmes sur la collectivité. C'est-à-dire que lui, il s'en fout si jamais on alimente ses antennes 4G avec du charbon parce que si le charbon c'est moins cher, allons-y, faisons-le au charbon. Alors je vous rassure, en France c'est pas trop le cas, on a du bol, mais en fait pour un actionnaire comme ça, alimenter ses antennes au charbon plutôt que avec des éoliennes ou du nucléaire, ça lui irait très bien si le charbon il est moins cher. Et pourtant le charbon a des externalités, ça produit énormément de CO2 pour peu d'énergie fournie, ça fait de la pollution partout, c'est une vraie cochonnerie, mais un actionnaire s'en fiche puisqu'il est purement dans une approche de profit et en termes de compta, on s'en fout de la pollution puisque elle n'est pas comptée dans le bilan de l'entreprise. Oui, donc effectivement, vous êtes dans une approche complètement différente dès la structure de l'organisation en étant une SIC, donc tu disais société coopérative d'intérêt collectif. D'intérêt collectif. Voilà, c'est bien. Merci. J'apprends des choses moi aussi. Et donc, c'est l'intérêt des utilisateurs est beaucoup plus aligné avec ce que vous faites et donc la direction de l'entreprise. Ça, c'est super. Il nous reste pas énormément de temps. Quand même, c'est trop beau. Je peux pas la laisser passer. Vous êtes pour ou contre la 5G chez Télécope là? T'as 1 minute 30 pour m'expliquer ça. Le challenge. Je pense que exactement, je l'accepte. Je l'accepte, j'y vais. Challenge accepted. Exactement. Non, je pense que la 5G, c'est hyper intéressant comme débat, mais surtout parce que nous, ce qu'on y a vu dans ce débat de la 5G, c'est qu'on s'est rendu compte que les citoyens se sentaient quand même largement dépossédés de ce type de choix, alors qu'en fait, c'est un énorme choix technologique et de coût de société. Et on l'a vu dans les débats qu'il y a pu y avoir à ce moment-là, dans les très grandes réticences d'une grande partie de la population sur ces sujets-là. Et je pense que la 5G en tant que telle, la façon dont elle est faite, elle est subie en fait. Elle n'est pas du tout menée en concertation avec les citoyens. On n'a pas réfléchi à ces questions, ces notions d'appropriation par tout à chacun de ce que ça peut être que la 5G. Et au-delà de ça, il y a des études environnementales qui ont été enfin faites, donc après le lancement du déploiement en tant que tel par le gouvernement. Donc ça, c'est aussi une notion quand même qui est quand même vraiment problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se lance dans des projets comme ça, de ce type, sans faire une vraie étude environnementale et sanitaire au préalable. C'est hyper archaïque quand on sait de la situation finalement écologique dans laquelle on se trouve.
Donc, ces études-là, elles montrent clairement qu'il y a un impact désastreux de la 5G, notamment parce que la 5G pourrait nous pousser à changer concrètement nos terminaux, en fait, pour pouvoir bénéficier de la 5G. Donc ça, c'est un impact tout à fait important. Oui, donc, dans l'état actuel des choses. Et je t'interromps parce qu'il y a quelque chose de très, très, très important à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone du numérique, c'est pour l'essentiel la construction du terminal. L'empreinte carbone du terminal, à 80%, c'est la fabrication du terminal. Et l'électricité utilisée derrière, c'est seulement 20%. Donc en fait, se dire on va prendre tous les terminaux mobiles et les mettre au rebut, je parle même pas de recyclage, il est quasiment inexistant, juste pour pouvoir bénéficier de la 5G qui de facto en fait n'apporte rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens qui ont essayé la 5G, ils font c'est comme la 4G, quoi, voilà, enfin il n'y a aucun progrès pour l'utilisateur. Par contre, il faudra changer son mobile, son smartphone, et ça, c'est inacceptable parce que c'est vraiment poussé à la consommation de ressources, à la pollution, alors qu'on n'en a pas besoin. C'est ça, et c'est exactement pour ça que nous, on pense que la 5G, la façon dont elle est déployée, c'est pas soutenable. Et ça a été démontré que c'est pas soutenable. Et surtout, et tu l'as dit, et c'est hyper intéressant, ça a été vu dans les pays qui ont bénéficié de la 5G avant nous, tels que la Corée du Sud par exemple. Il n'y a pas d'intérêt majeur pour l'utilisateur. C'est pas quelque chose qui va révolutionner en tant que tel les usages de chacun, quoi. Nous, à ce stade, par rapport à ce qu'on en voit, c'est on pense qu'on devrait s'en tenir à la 4G, à la façon dont elle fonctionne, etc. Qu'en plus, il y a un plan fibre aujourd'hui en France qui est hyper ambitieux de pouvoir justement équiper la majorité des foyers. Donc ça, on doit pouvoir aussi accéder à Internet et au numérique via d'autres technologies qui n'ont pas du tout les mêmes impacts environnementaux, et c'est déjà le cas. Donc aujourd'hui, s'il faut faire des choix parmi toutes ces technologies, en fait, oui, on a peut-être intérêt à rester sur des technologies qui n'ont pas du tout le même impact environnemental que ce qui a été démontré par rapport à la 5G. Donc c'est aussi ces éléments-là qu'on défend, et c'est dans ce sens-là aussi que Télécope a été créé. C'est pour porter cette voix-là aussi dans le débat, de vraiment pouvoir s'assurer que chacun, et des citoyens en particulier, ont vraiment cette possibilité de se réapproprier cette notion de numérique. De pas la subir, mais de pouvoir le faire. Bon, je suis désolé, je t'ai envoyé dans le mur sur le challenge parce qu'en plus j'ai mis des bâtons dans les roues. Alors, on va avancer super vite. Qu'est-ce qui est source d'espoir pour toi à propos de l'écologie, du climat, tout ça ? Ce qui est source d'espoir pour moi, c'est le nombre d'initiatives individuelles, donc toutes les personnes qui se lèvent chaque matin et qui décident de changer de vie, de pouvoir aussi la mettre au service de la cause environnementale. Et ça, c'est passionnant parce que je pense que c'est la somme des individus qui fait un magnifique collectif et qui fait des belles forces, quoi, pour pouvoir changer ce système. Ouais, et je pense que ces gens, il y en a de plus en plus, et en se bougeant, ils rendent socialement acceptable le fait de se mettre en action pour le climat, et d'autres suivent en fait. Et ça, c'est vraiment très important. C'est avant, t'es un écolo bobo, machin, et puis en fait, on se rend compte que autour de nous, il y a plein de gens normaux qui font des tas de choses pour le climat. Ça a l'air d'être des petits gestes, mais en fait, ils font tache d'huile et encouragent des tas de gens qui n'auraient pas été sensibilisés autrement, qui le font. Et là, par exemple, je faisais les courses tout à l'heure dans un Hyper U de province, un truc pas bien grand, tu vois, et c'était incroyable à quel point ils proposaient maintenant d'apporter ses propres emballages, d'acheter en vrac, etc. Moi, c'est un truc qui me parle beaucoup, et je me rends compte que là, dans le fin fond du Calvados, le supermarché du coin, il s'est mis à faire du vrac et tout. C'est aussi bien pour le savon que pour les noisettes, quoi, tu vois. Je trouve ça génial, et puis du coup, je m'enfonce complètement parce que là, au niveau du temps, on est en train de faire péter l'horloge, c'est formidable. Et oui. Alors, je passe à ma question suivante. Mais en fait, c'est toi qui me fais parler. Je suis sûr, c'est de ta faute. Quelle lecture tu recommandes à nos auditeurs ? Alors moi, c'est plutôt des podcasts, et un en particulier qui va résonner avec ma source d'espoir. C'est un podcast qui s'appelle Ça commence par moi, de Julien Vidal. Et pareil, c'est des histoires d'individus, de gens comme toi et moi, qui ont décidé de changer, et je trouve que c'est hyper inspirant. Et surtout, c'est super inspirant parce que souvent, c'est la dominante du collectif qui arrive après. C'est des gens qui se sont réinterrogés parce qu'ils avaient l'impression d'évoluer dans un système beaucoup trop individualiste. Ils sont allés chercher du collectif. Et ça me plaît énormément, ça me parle beaucoup en tant que cofondatrice d'une coopérative. C'est le collectif que je suis allée chercher aussi, pour réinventer tout ça. Super. Et alors, un message court
et positif et mobilisateur pour nos auditeurs et pour conclure? Eh ben, un message court, je dirais que c'est un peu le temps de la réappropriation. Je dirais, essayons de nous réapproprier les choses, de plus les subir, d'avoir plutôt un avenir choisi plutôt que subi. Le numérique, c'est un bon exemple pour ça. On en subit beaucoup. Donc, réapproprions-nous tout ça. Et si ça vous parle, rejoignez-nous, tout simplement. Rejoignez Télécope et participez aussi à construire un opérateur télécom qui soit à votre image. Excellent. Voilà, choisir plutôt que subir et pourquoi pas choisir Télécope. Je mettrai l'adresse, c'est télécope.fr, c'est ça, non ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, télécope.fr. Je mettrai les adresses du podcast et de Télécope en dessous du podcast. Merci infiniment Marion pour ta participation aujourd'hui, ton sourire, ta pêche, ton énergie et tes initiatives. C'était un délice. Excellente journée à toi. Merci beaucoup. Merci Tristan. Salut.